Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, assis, on va commencer. J'ai toujours rêvé de faire ça. Non ouais. Je suis pas bon prof. Hein. Pas... L'autorité, c'est pas ça. Hein. Ah, merci. Allez, on va juste attendre les 2-3 derniers. C'est bon? On a attendu 1 minute. Dommage. Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux après le repas. Alors j'espère que c'est pas la conf sieste, hein. On va essayer de faire des choses quand même. Bonjour, allez-y, il reste de la place. Donc on va vous parler de GitOps et en particulier de Argo CD et Flux CD, qui sont deux outils qu'on aime bien. Et vous verrez qu'on n'est pas trop d'accord avec Paul sur qui devrait gagner le combat. D'abord, qui connaît GitOps? Juste pour qu'on sache si on est mal ou pas. Non, ça va, il n'y a pas que des experts. Bon, alors du coup, on va juste faire 2-3 slides de rappel sur GitOps et après, on passera un peu sur des démos. Rappel sur GitOps, qu'est-ce que c'est que GitOps en gros? C'est un ensemble de pratiques qui visent à gérer notre infrastructure depuis des repos Git. Alors, GitOps, on pourrait imaginer avoir d'autres sources, hein, s'il y en a qui font encore du SVN et tout ça, on doit pouvoir le faire. On n'a pas essayé, mais on doit pouvoir le faire. L'idée, c'est de faire de l'infrastructure as code. Hein, vous connaissez tout ça. C'est je décris mon infrastructure dans du code. Et après, j'applique ça sur mes environnements pour que ça soit réplicable, rejouable, etc. facilement. L'idée, c'est que Git devient la source de vérité et non plus le répertoire au fin fond du serveur que seule une personne a accès. C'est un peu plus simple pour avoir un petit peu une visibilité de tout ce qui se fait. Encore une fois, pour la rejouabilité aussi. Il y a deux modes, le push et le pull. Alors, on va commencer par celui du bas, c'est le push. C'est le plus classique qu'on faisait avant, où en gros, je committais ma modification d'infrastructure sur mon repo Git, ça déclenchait un pipeline de CI/CD sur mon GitLab ou mon GitHub préféré, et ça déployait des choses sur mon Kubernetes ou sur mon environnement cible si je ne fais pas du conteneur. Après, il est apparu le mode pull, donc c'est nous ce qu'on va plus vous parler aujourd'hui, où l'idée, c'est on va committer pareil notre code sur du Git, et après, c'est un opérateur GitOps qui va venir demander à Git régulièrement, au fait, est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites sur ton infrastructure, sur ta description d'infrastructure? Si oui, je les prends en compte et je les applique sur les différents environnements que j'ai sous ma responsabilité. Ou inversement, je vois que sur la source de vérité, je devais avoir deux pods par exemple et que j'en ai plus qu'un, c'est qu'il y a eu un souci, donc je réconcilie pour pouvoir avoir tout ça up and running comme il faut. Donc ça, c'est les grands principes théoriques. On va rentrer un peu plus dans le détail. On fait choisir des outils. En fait, il y en existe plein maintenant qui font du GitOps, enfin qui se targuent de faire du GitOps. Nous, on a choisi Argo et Flux. On vous expliquera pourquoi ce choix, mais sachez qu'il y en a plein qui existent dans l'écosystème IT. Certains sont spécialisés sur certains types d'environnements. Il y en a qui font que du cube, d'autres qui font que certains providers, etc. Donc, bon, à vous de voir un peu le besoin. Globalement, ils couvrent les mêmes fonctionnalités. Argo et Flux sont ceux qui sont peut-être les plus vieux et du coup qui couvrent le plus de fonctionnalités qui pourraient vous intéresser. Ok, mais qui sommes-nous pour vous parler de tout ça? En quoi on peut en parler? Alors Paul peut en parler vraiment, moi moins, mais c'est pas grave, faut pas le dire. Moi je suis Mathieu, donc je travaille chez Soprasteria. Je m'occupe de la communauté technique chez Soprasteria en France et je m'occupe aussi de la plateforme DevOps qu'on a en interne pour tous les projets. Donc où évidemment on propose de faire du GitOps sur les projets, etc. J'ai la chance d'être GitLab Hero, d'être ambassadeur pour R2DevOps. Si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise dans le sud de la France qui vous aide à sécuriser vos pipelines sur GitLab. Si vous avez des soucis, je vous invite à regarder. Et puis, étant auvergnat de naissance, j'ai monté Volcamp avec des copains. Donc Volcamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Tour Tech de l'Auvergne. Donc c'est pas au même moment, c'est au mois d'octobre. On mange de la truffade, de l'aligot. Donc si vous ne connaissez pas l'Auvergne, vous voulez venir découvrir, c'est au mois d'octobre. N'hésitez pas à venir faire un tour. Et puis si vous trouvez qu'on ne dit pas trop de bêtises, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux à Yodamat03. En gros, c'est moi à peu près partout. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Paul, qui est l'expert. Lui, vous avez avec ses certifs que c'est l'expert. Collectionneur de certifs. Collectionneur de certifs. Non, effectivement, moi c'est Paul. Je travaille chez Soprasteria aussi et j'interviens sur des périmètres plutôt plateforme, donc tout ce qui va être CI/CD, infra, outillage transverse, etc. Et donc aujourd'hui, je serai dans le coin orange. Alors la référence coin orange, je parlais pas à Mathieu, c'est un peu le coin de box, coin orange, coin bleu, voilà. Bon, je suis coin bleu. Et donc en parlant d'orange, on va commencer par parler d'Argo. Juste avant, je vais me permettre de le déployer parce que ça peut prendre un peu de temps. Donc j'ai mon petit K9S. Est-ce que c'est assez gros pour le fond?
Ou est-ce qu'il faut... Bon, c'est bon, ouais. Ok. Allez, c'est bon. Donc en bas, j'ai mon petit KNFS avec la vue de mon petit cluster chez OVH. Et du coup, on va pouvoir déployer Argo CD à partir d'un chart Helm. Donc Helm, c'est un outil qui permet de packager des ressources Kubernetes. Donc je vais lancer ma petite commande ici pour ajouter le repo Helm et installer. Et hop, je vais pouvoir repasser sur la présentation d'Argo. Donc, comme l'a dit Mathieu, finalement, Argo, c'est un outil qui va s'inscrire dans les démarches GitOps et en mode pool. Et il va disposer donc d'une UI, on le verra tout à l'heure. Pour la petite histoire, du coup, ça a été créé en 2018, donc ça fait partie de donc Argo CD. Je vais souvent dire Argo, mais c'est surtout Argo CD. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle le projet Argo, qui dispose de différents outils. Il y a Argo Workflow, par exemple. Donc ça a été créé, ce projet-là, et Argo CD en 2018. En 2020, ça a rejoint du coup la Cloud Native Computing Foundation, sous le statut du coup Incubating. Pour rappel, il y a 3 statuts à la CNCF, il y a Sandbox, Incubating et Graduated. Chaque statut finalement reflète un peu un niveau de maturité des outils. Et décembre 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça a été promu au statut Graduated, ce qui atteste finalement d'une certaine d'une adoption assez massive, d'une stabilité, etc. Donc finalement prod ready, on peut dire. Et je vous ai mis 2 petits mots de lexique qu'on va souvent... qu'on utilise souvent avec Argo, c'est le refresh qui va être finalement l'action d'aller récupérer finalement le repo Git et refaire les diffs, et la synchronisation qui va être l'action de faire en sorte que finalement ces différences soient appliquées dans le cluster, pour simplifier. Qu'est-ce qu'on va voir sous le capot? Donc ça c'est un petit schéma d'archi d'Argo. Ce qui est important finalement en bleu, c'est ce qu'on va retrouver de déployer dans notre cluster, qu'on va voir juste après. Donc il y a un back-end avec lequel on va interagir via l'IHM. On a le repository server qui va du coup checker les repos Git, faire les diffs, etc. Et on a un contrôleur custom et des ressources custom, donc application controller et les applications. Donc ces trucs custom, c'est des extensions de Kubernetes. Et cet application controller va permettre de réconcilier finalement lorsqu'il va détecter les différences entre le repo Git et ce qui est déployé. Et après, le workflow, c'est ce qu'a présenté Mathieu juste avant avec le mode pool, finalement. Et donc, ça, je vous ai mis un extrait de la CRD application en mode simplifié, mais ce qui est important de voir, c'est la partie source et la partie destination. Pour la partie source, finalement, c'est où est-ce qu'on va venir récupérer les manifestes. Donc ici, par exemple, on pointe sur un repo Git, une branche, etc. Et destination, c'est où est-ce qu'on va venir créer les manifestes à la fin. Donc on voit qu'ici on peut, par défaut, le serveur c'est l'API server cube, donc c'est le cluster local, on pourrait pointer sur un autre cluster, et le namespace c'est le namespace. Et donc, pendant que je parlais, théoriquement, ça a dû se déployer. Effectivement, et du coup si je repasse sur ma petite vue de KNFS, on voit bien que, ici j'ai le namespace Argo qui est apparu. Et donc si je vais voir à l'intérieur, on va retrouver différents composants, dont les 3 composants dont j'ai parlé. On en a d'autres, mais on les verra plus tard. Donc l'application controller, le repository server et le backend. Et je vous propose d'aller faire un petit tour sur l'IHM. Je récupère juste le mot de passe par défaut. Ne recopiez pas le mot de passe, c'est hyper secret. Et maintenant, tac. Normalement, j'aurais pu avoir 404. Voilà, tiens, ça marche. Pas d'effet démo jusque-là. Donc voilà, donc on est là sur l'IHM d'Argo. Je ne sais pas comment on zoome. Avec le plus. Il faut trouver le plus, il est là. Merci. Donc là, on n'a pas d'application, donc c'est vide. Et ici, on va pouvoir retrouver les ressources. On peut créer tout ce qu'on veut, via l'IHM. Ici, on ne va pas trop le faire. On préfère quand même avoir nos ressources qui soient versionnées. Et je vais initialiser donc, ce qu'on appelle un app project dans Argo. C'est une ressource custom, encore une fois, qui permet de définir un peu des règles sur, par exemple, ici, on va voir quelles ressources on va pouvoir créer dans ce projet-là. Ici, on a le droit de créer ce qu'on veut. Les destinations qu'on autorise, donc les différentes clusters, les différents namespaces, et les différents sources repo qu'on a le droit de récupérer. Ça permet un peu de limiter, pour ne pas récupérer tout, n'importe quoi, ou créer n'importe où. Par exemple, limiter qui a le droit de créer en prod ou pas.
Donc je vais créer ce projet-là. Et du coup, normalement, on va pouvoir le retrouver aussi depuis une fois qu'il sera créé. Pardon, c'est pas là, c'est dans les projects. Donc on a récupéré un autre projet démo. Voilà. Donc là, on a juste initié Argo. Et avant qu'on aille plus loin, Mathieu, est-ce que tu nous présenterais pas Flux? Yes, donc je vais vous montrer comment pareil on initialise Flux. Même si c'est plus rapide qu'Argo, je vais quand même l'initialiser avant. Hop. Donc comment ça marche Flux? Hop. Il y a une notion de bootstrap. Est-ce que c'est assez con? Je peux grossir un peu. Hop. Donc c'est un bootstrap, donc on va lui dire sur quelle cible on veut déployer. Donc il supporte GitLab, GitHub, tous les SM principaux. Owner, on va lui dire dans quel groupe, donc dans quel groupe de GitLab on veut stocker ça. Sur quel projet on veut faire ça. Donc là c'était ma démo d'hier soir de la nuit, mais ça faut pas le dire. On va lui dire la branche, on va lui dire comment on veut gérer notre arborescence, qu'on pourrait avoir plusieurs clusters qui sont faits. Comment on s'authentifie auprès de GitLab, et après la visibilité, c'est est-ce qu'on veut que notre projet soit public ou privé pour que ça marche. Ce qui me fait penser que j'ai oublié d'exporter mon petit mot de passe. Et là, je peux le lancer. On va juste vérifier que ça marche. Si le réseau est bon. Voilà, OK. On va le laisser travailler. Et juste pendant ce temps, je vais vous parler rapidement de Flux, un peu comme Paul l'a fait. Donc Flux, un peu la même histoire que Argo. C'est pas un outil qui vient juste d'apparaître. Hein. Il est né en 2017. 2020, il est passé même en V2, donc ils avaient déjà une première maturité. C'était la société Weaveworks qui le maintenait, pour le petit clin d'œil. Hein. C'est une boîte qui a fermé l'année dernière. Heureusement, la communauté a repris la continuité de l'outil, donc l'outil n'est pas mort, loin de là, parce que un peu comme Argo, il a passé les différents grades CNCF, donc il était en incubating en 2021, et depuis 2022, il est en graduated, donc pareil, qui montre une bonne maturité sur l'outil, donc vous pouvez l'utiliser avec confiance sur vos environnements. Qui dit autre outil dit autre vocabulaire, évidemment, on ne se met pas d'accord avec un vocabulaire commun. Donc nous, on va parler de source, donc qui va être en gros où est-ce qu'on stocke nos composants et leur description, donc en gros notre repo Git ici. Bootstrap, c'est ce que je vous ai montré, hein, c'est ce qui permet d'initialiser Flux dans votre cluster pour pouvoir qu'il se synchronise et qu'il récupère les informations auprès de GitLab. On va parler de customisation, qui n'a rien à voir avec Customize, pour ceux qui connaissent dans Cube. Il y a des similitudes, mais c'est bien un objet propre à Flux. C'est l'objet qui va porter toutes les infos de synchronisation, l'intervalle, la source, etc. Et nous, on ne parlera pas de synchronisation, mais de réconciliation, quand en gros, quand Flux va aller voir dans le cluster si la description qu'il a côté Git est bien la même que celle qu'il a dans le cluster. Sous le capot, image un peu trop, mais c'est pas grave. C'est un peu le même principe. Hein. On va beaucoup interagir avec l'API Cube. Différents types de contrôleurs. Les contrôleurs pour aller fetcher les sources, que ce soit sur du Docker, sur du Git ou sur un bucket S3 classique. Du Customize, même s'il y a des customisations Flux, ça fonctionne aussi avec Customize. On verra que c'est un intérêt typiquement quand vous faites du multi-amp. Ça supporte Helm, donc un Helm contrôleur pour pouvoir déployer des charts Helm. Et puis après, ça se plug sur du Cube classiquement avec le airbag, les releases et tout ça. Et le truc qu'on voit pas en dessous, c'est un notification contrôleur, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous plugger à votre Slack par exemple pour pouvoir récupérer des alertes issues du Cube pour savoir, au fait, il y a une désynchronisation entre le Git et le cluster. Certes, Flux va réconcilier lui-même, mais si pour une raison X ou Y il n'y arrive pas, il pourra vous alerter. Donc normalement, hop, tout est OK. Donc je vais récupérer mon repo tout nouvellement créé. Ah mais du coup je l'ai rappelé pareil, donc ça va pas marcher, c'est parfait. Allez, on va refaire, c'est pas grave, c'est pas très long. Ah mais du coup là ça va me foutre la grouille dedans. Ça va me foutre la grouille. Parce que du coup je pense qu'il m'a tout instancié, j'ai pas fait gaffe. Tu aurais pu suivre que je faisais des questions. Hop, tac tac. Ouais, c'est ça, il m'a déjà tout. Ouais, vous avez déjà toutes les démos faites. C'est la fin du talk, on a fait. Ok, c'est pas grave, on va se rattraper. On va faire un uninstall. Pendant qu'il fait un uninstall, je vais te laisser reprendre la main sur la démo. Hop. Yes. Donc là, c'est tout ce qu'il installe, que j'aurais pu vous montrer. Donc c'est toutes les CRD, les différents éléments qu'il crée. Hop. Juste, je vais faire du ménage pour être sûr qu'on est bon. Tac, prod et démo. Hop. Tic, tic, tic. Allez.
cool. Il a trop mangé de burger à midi. Hop. Est-ce qu'on est tout bon? Ouais, on a fait notre ménage. Allez. On n'a rien vu. Je recrée ce que j'ai besoin. Hop. Donc juste, je crée un... Avant de lancer mon Bootstrap, je crée un secret. C'est juste le secret GitLab pour qu'il ait le droit de s'authentifier à GitLab pour pouvoir synchroniser ses sources. Tac. Hop. Et allez, ce coup-ci, on est reparti. Donc là, on va l'appeler comme il faut pour pas qu'il y ait de boulettes. Hop, tac. Et normalement, il est reparti. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Donc, démo time. Donc, on a eu déjà un premier effet démo avant même la démo. C'est parfait. On va passer sur d'autres démos qui ont des grandes chances de planter. On va pas se le cacher. Mais on va essayer de faire mieux que on espère pas. Ah. Allez, on commence avec Argo. Yes. Juste, on va présenter ce qu'on va faire dans la démo. L'idée, c'est de déployer une stack applicative assez minimaliste avec un front, un back et une BDD. L'idée, ça va être de déployer le front et le back à partir de manifestes Kubernetes classiques. Donc on verra, on les a mis dans un repo Git. Et pour la partie BDD, on va déployer un chart Helm pour varier un peu les plaisirs. Et donc un chart de Bitnami, pour ceux qui connaissent. On va le faire avec Argo et après on va le faire avec Flux. Du coup, pour Argo, déjà, il est où le... Voilà. Pour commencer, du coup, je disais que les manifestes, on les a mis dans un repo qui s'appelle manifest.git. On a 2 sous-dossiers, ça va être un peu petit pour vous, mais on a un sous-dossier back-end et un sous-dossier front-end. Et dans chacun de ces sous-dossiers, on va retrouver des ressources cubes pour ces composants-là. Donc un deployment pour le back, un service pour le back. Pareil pour le front, juste qu'on a aussi un ingress pour le front-end. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va pointer sur ce repo Git pour créer ces ressources-là. Donc, pour Argo. Donc Argo, on a dit qu'on allait manipuler des CRD qui s'appellent les applications. Donc on va regarder déjà celle pour le back-end. Donc c'est la même structure que ce que j'ai montré tout à l'heure. Juste que du coup, dans la partie source, qui est au pluriel, donc on peut mettre plusieurs sources, ici on n'en aura qu'une, on va pointer donc, sur le repo Git donc, que je viens de vous montrer, sur une branche Argo, pour cloisonner un peu nos démos. Et du coup, vu qu'on déploie le back-end, on va se mettre dans le sous-dossier back-end. Et ensuite, la partie destination, on dit juste que c'est le cluster local et le namespace qui s'appelle démo. Et enfin, quelque chose que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est les sync policy qui permettent de customiser un peu comment Argo va synchroniser. Il y a deux éléments qui sont assez intéressants, c'est le prune et le self-heal. Le prune, qu'est-ce que ça va faire? C'est si jamais vous supprimez une ressource de votre repo Git, si jamais prune est à true, il va le supprimer automatiquement de ce qui est déployé. Par défaut, il est à false ici, c'est à false. Après, c'est à vous de voir si vous êtes confiant, vous êtes serein ou pas. Il y a peut-être des environnements de prod où on mettra peut-être false au cas où. Et pour la partie self-heal, donc là, c'est plus si jamais vous supprimez quelque chose qui est déployé dans votre cluster, si le self-heal est à true, Argo finalement va détecter qu'il y a une différence entre le repo et ce qui est déployé, et il va faire une synchronisation partielle pour revenir à l'état d'avant. Donc ça permet aussi de protéger un peu si quelqu'un supprime des choses qu'il ne faut pas du cluster. Alors, si vous avez une approche green sur votre cluster, typiquement nous on a des clusters où on éteint la nuit les workloads parce qu'ils ne servent à rien, et vous faites du GitOps, ils sont vite tendance à vouloir un démarrer tout, l'autre tout éteindre. Donc ça typiquement le self-heal, quand on veut faire un peu de green sur des environnements de dev, c'est pas mal de le mettre à false, ça évite qu'ils se battent toute la nuit à monter, démonter des pods pour rien, quoi. Il y a aussi possibilité de mettre des fois des ignores sur des éléments aussi. Mais voilà. Donc on va commencer par apply cette première ressource. Et du coup, si je repasse sur la vue de mon canefs, hop, dans les namespace, on voit rien. Voilà, donc là j'ai le namespace démo qui vient d'apparaître. Et dedans, j'ai bien le pod de mon backend qui vient de se déployer. Et du coup, si je vais voir sur Argo dans la liste des applications, on a bien notre application back-end, voilà. Puis si on va dedans, on va retrouver toutes les différentes ressources qui sont créées l'une après l'autre. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir faire la même chose pour la partie front-end. Globalement, ce qu'on a dedans, c'est la même chose, sauf que j'ai remplacé back-end par front-end. Donc on pointe sur ce dossier front-end, je ne vais pas expliciter plus loin.
Et enfin, du coup, on va avoir la création de la base de données. Donc ici, c'est la même chose, à la différence qu'au lieu de, dans la partie source, au lieu de se pointer vers un repo Git, on pointe directement sur un registre Helm. On indique quelle chart on souhaite déployer, la version du chart. Et après, en dessous, on a du paramétrage spécifique à Helm, dont les values pour toute la partie templating de Helm. Et donc, on va pouvoir créer le front-end dans un premier temps et le base de données dans un second temps. Et donc, on va voir que dans notre namespace démo, on a bien le front-end, le back-end et la base de données qui vient d'apparaître. Et dans notre IHM, on va bien retrouver donc, les 3 applications qu'on vient de créer. On voit aussi que là, c'est du Git, là, c'est du Helm. Donc voilà, donc ça, c'est pour déployer une petite stack applicative. Ensuite, on va montrer, finalement, là, actuellement, j'ai un réplica pour mon back. Et je me dis que j'aimerais bien en mettre 2, parce que je voudrais un peu plus de résilience. Et balancer la charge. Donc comment est-ce qu'on ferait? On va se tourner vers notre repo manifest.git. Et directement ici, on va pouvoir changer le nombre de réplicas pour notre backend. Si je me rappelle comment on commit. Il y a quelque chose par là. Oh, merci. Tac, commit and push. Hop, et du coup, alors, des fois pour que ça aille, normalement il va le récupérer tout seul. Juste si on veut faire en sorte qu'il récupère le repo Git plus rapidement, on peut forcer un refresh. Si ça marche pas. Ça serait bien. C'est mes démos qui marchent pas. Voilà, donc peut-être le temps que ça. Ouais. Ça met du temps à push. Voilà, parfait. Là, on voit vite, on a vu rapidement que c'était en jaune, en out of sync. Mais du coup, il a bien fait la synchronisation, il a détecté qu'il y avait une différence finalement, et du coup, il a bien répercuté ça dans le nombre des réplicas. Donc voilà. Et si tu le drops à la main? Effectivement. Le self-heal, merci. Le self-heal, donc l'idée c'était de, si jamais je supprime des trucs, que ça revienne. Par exemple, si on supprime un deployment, il ne revient pas. Et du coup, alors hop, si je supprime le deployment directement depuis ici, voilà, Argo détecte qu'il y a une différence et refait le self-heal, ce qui permet de le remettre directement. Ah, c'est magnifique. Tu le montres avec Flux? Oui. Alors, je ne sais pas vous, mais on parle de GitOps depuis tout à l'heure. Il fait que de kubectl. Bon, après, c'est pas très tout ça. Mais bon. Alors, est-ce que je vais faire mieux que la première fois? Donc, normalement, ce coup-ci, j'ai bien mon truc qui s'est créé au bon endroit. Donc, tac, je vais mettre dans des mots. Je récupère mon super projet qui s'appelle FluxCD-TNT. Je l'ouvre dans IntelliJ. Hop. Donc, déjà, on voit que Flux, il a déjà créé des premiers éléments pour lui, parce que Flux utilise Flux pour se gérer, ce qui est plutôt bon signe. Hop, donc il va créer différents objets custom qu'il a besoin, et puis aussi tous les objets de synchronisation pour, en gros, tous les combien, je vais voir si le repo Git, il y a eu des modifications, etc. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est pressé par le temps, on va bourriner ça en 30 secondes. Alors, en prod, il n'y a pas besoin de synchroniser toutes les 30 secondes. Enfin, après, c'est vous qui voyez, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. Hop. Accelerate. Sync. Ça nous servira plus tard. OK, donc ça, c'est les éléments de flux. Moi, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir créer un repository démo, par exemple. Donc là, dans mon répertoire, je vais pouvoir mettre les différents éléments dont Flux va avoir besoin. Donc, dans un premier temps, il va avoir besoin d'un repo Git. Donc, le repo Git, c'est un objet custom de Flux. On va lui donner un petit nom, dans quel namespace on veut le déployer. Et un peu pareil que pour les applications dans Argo, on va lui dire sur quelle branche il doit se baser. Donc, on a séparé Argo et Flux. Et dans quel repo Git, à la base, tout ça est hébergé. Si besoin, si notre repo est privé, par exemple, on peut lui donner une référence de secret pour qu'il puisse s'authentifier directement là-dessus. Donc, hop, je commit init git repo. Hop. Je vais moi aussi faire
un petit canafès. Alors, on n'est pas trop joueur avec Paul, on a pris chacun un cluster. Peut-être que les deux peuvent coexister, mais bon, on ne sait pas. Merci OVH pour les clusters d'ailleurs. OVH Cloud, pardon, à chaque fois. Donc, normalement, si tout va bien, donc ça c'est le git repo par défaut de Flux, donc celui qu'il s'est créé pour pouvoir s'autogérer. Et je vois que j'ai bien mon démo GitOps qui vient de se créer pour pouvoir synchroniser. Ok, jusque-là on est pas mal. Donc du coup je vais pouvoir créer mes premiers composants. Donc je vais créer mon composant backend. Hop, tac, backend desk. Alors comment ça marche? Là c'est un objet customisation, dont je vous parlais tout à l'heure. Je lui donne un petit nom, pareil, des infos de synchro. Je lui dis par rapport au Git repository que j'ai défini avant, dans quel répertoire il doit aller chercher les infos dont il a besoin. Moi j'aime bien faire le ménage, donc je laisse prune à trou pour dire que si jamais je supprime des choses dans côté Git, il faut bien qu'il les supprime côté cube. Et par défaut, je dis tu me déploies ça dans démo. On va faire d'une pierre deux coups, vous aurez compris le principe. Avec du front-end, hop, la même chose, en customisation, juste un nom différent et il pointe vers le pass front-end. Hop, une fois que j'ai dit ça, je commit. Donc vous voyez, moi, l'approche Flux, c'est plus de faire du Git et après, c'est Flux qui, lui, va faire la synchro. Là où avec Argo, c'est plus je pousse directement dans le cube et après, Argo prend la main depuis le cube. Init components, hop, et je pousse. Tac. Donc c'est pour ça que typiquement, côté Argo, dans le côté démo, on voit tout de suite l'effet côté cube. Moi, il va falloir à chaque fois avoir un petit temps de quand est-ce que va passer la resynchro pour qu'il détecte qu'il y a des changements et donc du coup qu'il les applique sur le cluster. Donc à l'échelle d'une prod, 30 secondes, c'est pas le bout du monde. À l'échelle d'une démo de 40 minutes, c'est un peu plus. Mais ça va bien se passer. Voilà, il a été rapide. Donc là, on voit qu'il est en train de se réconcilier. On voit qu'il a bien réussi à récupérer depuis ma branche Flux ce qu'il avait besoin. Donc si je vais voir mes pods, donc ça c'est mes pods de Cube System, hop. Si j'ai bien mon namespace démo qui s'est créé et j'ai bien un backend et un front-end qui se sont créés directement sur le cluster. Jusque-là, tout marche bien. C'est louche. On a dit qu'on voulait faire du Helm. Ça marche aussi évidemment avec Flux. Même principe, sauf qu'on va définir un autre type de... Hop, raté. Helm repo. Donc là, on va avoir un autre type d'objet, donc un Helm repository, qui est un objet Flux, qui grosso modo, c'est juste l'URL vers quel registry Docker il doit pointer, et si c'est un type spécifique, lui positionner. Hop, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai fait des bêtises, c'est bon. Donc je commit Helm repo, je push. Toujours avec un 9S, c'est bien pratique pour ça. Il peut voir quand même les trucs. Donc pour l'instant, j'ai aucun Helm repo, le temps que ça synchronise. Le temps qu'il synchronise, je vais créer ma Helm release. Helm release. Hop. Helm release. Touc. Rien de très incroyable. C'est un objet custom. On lui définit le chart, la version, le release name, etc. Dans quel namespace, pardon, on veut le pousser. Et vu qu'on fait du Helm, on peut vouloir lui passer des values dynamiquement. Vu qu'avec Paul, la sécu, on s'en fout. On désactive le chant. C'est quand même plus efficace. Pendant ce temps, mon Helm repo, c'est bien créé. Cool. Du coup, je peux lui pousser ma release. Tac. OK. Helm release. Dans quelques secondes, elle va apparaître et automatiquement, on va me créer un pod Mongo dans mon namespace Flux. Pendant que tout ça se crée, bon, il est rapide aujourd'hui, c'est bien. Tac, tac, running. Si je retourne sur mes pods, que je veux juste... on va pas voir grand-chose. Hop, démo. Voilà, j'ai bien mon Mongo qui est en train de se créer. Et c'est cool. Pareil, même démo rapide. Si, pour par exemple, X ou Y, je scale à 4 parce que je fais pas gaffe, mon backend, automatiquement, donc là, il va l'appliquer. Mais Flux va détecter que c'est pas ce que j'ai défini dans ma source de vérité côté Git. Et donc, assez rapidement, on va voir qu'il va redescendre mon backend à un seul pod, s'il a bien envie. Bon, après, il est en train de créer Mongo, donc du coup... Donc vous voyez un peu le principe, un où on fait du cube CTL directement, un où on passe plutôt par du Git, et après tout roule. Est-ce qu'on peut voir des cas peut-être un peu plus avancés? Yes. Allez, je te redonne la main.
Tuc, je sais même pas comment on fait. Hop, tac. Ouais. Dans la réalité, peut-être que vous allez vouloir déployer cette même stack applicative dans différents environnements. Mettons qualification et production par exemple. Bah, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc là, chaque environnement c'est un namespace, après ça aurait pu être des clusters différents, etc. Alors, le truc qu'on pourrait faire dans un premier temps, finalement, ça serait de... Ça a marché, hein, il y a plus que... Ça a marché, il est où? Ah, incroyable. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple de créer deux applications différentes, une où on change le namespace ici, on met qualification et l'autre production, mais ça fait beaucoup de choses dupliquées. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour mutualiser avec Argo CD? On arrive sur une autre CRD qui s'appelle les application sets, qui sont là vraiment pour régler ce problème-là, parce que ça va fonctionner avec du template, comme Helm par exemple, si vous avez déjà fait du template Helm. Donc on configure juste qu'on va faire du Go template. Et après, dans la partie template, en fait, on va retrouver la structure d'une application classique. La différence, c'est que vous allez voir, on va apparaître des choses comme ça entre double brackets pour définir, finalement, variabiliser un peu, templatiser des champs de notre application. Et évidemment, on va variabiliser le namespace. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser ces variables-là? On va utiliser avec Argo des générateurs. Alors, il y en a plusieurs types de générateurs qui existent. Là, je suis parti sur le générateur de type list, qui est le plus basique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, on voit que dans ma liste, j'ai deux éléments. Donc, pour chaque élément de ma liste, Argo, à partir de l'application set, va créer une nouvelle application. Et il va donner à cette application différentes, pour chaque variable, leur valeur. Donc, on voit qu'ici, on va avoir une application où le namespace, ça va être qualif, et l'autre, ça va être prod. Donc j'ai ça pour le back. Pour le front, j'ai la même chose avec le front-end. Donc hop, on va pouvoir créer ces deux application sets. Et donc si je vais voir côté Argo, on voit bien que par exemple pour le back-end, on a une application back-end-production qui se met, si on regarde le namespace en production, pareil pour qualification. Donc voilà. Et ensuite, il va nous manquer notre base de données. Donc pour la base de données, ça va être pareil, on part d'une application set, juste que peut-être qu'on se dit, en qualif, on veut que notre base Mongo, il n'y ait qu'une instance, et en prod, on veut qu'il y ait un primaire et deux secondaires. Donc on peut gérer ça différemment avec les values Helm pour le chart Mongo. Donc on va venir, pour chaque élément de notre liste, rajouter d'autres variables avec d'autres valeurs. Et on va pouvoir y faire référence, hop, ici, dans les values Helm, pour changer l'architecture Mongo et le nombre de réplicables. Et donc, hop, pareil, je vais créer. Et donc, on va avoir ici, donc on a bien notre nouvelle application Mongo. Et si on va voir côté K9S, hop, dans les namespaces, donc j'ai bien mes deux namespaces prod et qualif qui sont apparus tout à l'heure. En qualif, je retrouve mes applications et j'ai bien un seul réplicable pour la base Mongo. Et du coup, en prod, je vais avoir, là je suis en 2, mais j'en aurai 3 tout à l'heure. Donc voilà comment on fait du multi-environnement avec Argo, sachant que les application sets, ça ne sert pas que à ça. On peut très bien, par exemple, variabiliser le serveur pour pointer vers différents clusters, ou par exemple, pour être un peu dans l'actualité, si jamais vous déployez des modèles LLM d'IA, vous pourriez très bien, finalement, avoir une application set et faire varier uniquement quel modèle vous souhaitez déployer. Tu peux faire ça avec Flux, toi? Bien sûr. Alors, je ne peut-être pas l'IHM hyper sympa, mais on peut le faire. Ok, donc je repasse dans mon flux. Donc on a vu que mon backend était bien revenu à 1. Une autre démo qui est passée, incroyable. Donc alors l'autre principe différent dans Flux, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un objet pour regrouper différents types d'environnements. On va pouvoir créer un autre environnement dans notre répertoire Git, donc que je vais appeler prod. On peut faire le mode bourrin que je vais faire au début, c'est-à-dire juste je copie-colle et j'ai exactement la même chose. Sauf que souvent, quand on fait du Git flow, on a une branche dev, une branche prod, donc on peut imaginer avoir la même chose pour notre infrastructure as code, où on a notre infrastructure as code de prod qui est sur une branche dédiée, tout ça. Donc on va dire que dans le même repo, j'ai une branche flux CD prod. Là, le reste, c'est la même chose. Donc il faut juste que je fasse gaffe de bien changer mes noms. Donc je vais pouvoir pousser en prod, prod. Donc sur le principe, je peux faire ça. Là, il m'en manque un là. Et il m'en manque un.
Je peux faire ça, donc copier-coller un peu bourrin. Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même pas hyper dynamique. Donc ce qui est intéressant avec Flux, c'est qu'on peut variabiliser aussi. La différence avec Flux, c'est qu'on variabilise directement dans les manifestes sources. Donc je vais check-outer ma branche Flux prod dont je parlais, et donc je vais pouvoir faire le même principe de templating, hein, mettre des variables dans mes manifestes et les remplacer dynamiquement avec Flux dans ma description des customisations. Donc par exemple, je veux plus que mon namespace soit en dur, je vais pouvoir le mettre, hop, post-build, je suis sur le backend. Voilà, je vais pouvoir dire, tu me remplaces la variable backend namespace par production au moment où tu l'appliques. Même principe, tac. Pour mon front-end, je dois avoir un petit décalage là, ok. Après, avoir des variables en dur comme ça dans des YAML, moi je suis pas hyper fan. Une bonne pratique quand même, on a des objets dans Cube qui existent, ça s'appelle les config maps, pour pouvoir facilement avoir de la configuration directement déployée dans le Cube. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une config map, parce que ça marche aussi avec les config maps. Tac, config map. Donc là, c'est un objet classique, un cube, rien d'incroyable, où je vais lui dire typiquement le nombre de réplicas que je veux pour le backend et le front-end, je les positionne dans ce config map. Donc là, je pousse le truc de mettre le config map aussi synchronisé en GitOps. Vous pouvez très bien mettre votre config map à côté si vous ne voulez pas à chaque fois committer les valeurs dans votre config map, parce que si vous faites votre config map dans le Flux et que vous modifiez les valeurs dans Cube, comme j'ai fait avec le backend tout à l'heure, Flux va dire non mais il y a un problème, c'est pas le même config map, je réapplique l'ancien. Donc bon, on va dire que pour la démo c'était plus simple. Et donc après comment ça marche, je peux substituer soit en dur, soit en from, et donc du coup je lui dis, tac, faut que je fasse gaffe de bien mettre au bon niveau. Je vais lui dire, tu peux aller voir dans la config map prod config, il y a des variables et tu vas sûrement trouver des infos qui vont t'intéresser pour pouvoir faire le remplacement dans ce que tu as déployé. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc là, déjà, c'est quand même un peu plus propre, on va pouvoir variabiliser, etc. Donc on va déjà voir si ça marche. Tac, tac, init, prod, et je push. Donc là, dans mon canal-fest préféré, pour l'instant, j'ai toujours mon démo GitOps, donc qui est le premier que je vous ai montré, et donc normalement, je devrais avoir un prod GitOps qui arrive incessamment sous peu. Et du coup, qui va me créer le namespace prod, qui va me créer les différents backends et ça. Donc là, on voit en vert, c'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose. J'ai mon prod GitOps qui apparaît, qui va normalement passer à true, parfait. Je vais voir mes namespace, j'ai bien un prod qui apparaît. Alors ça, c'est que j'ai dû faire une petite erreur de... Ouais, j'ai dû avoir une petite désynchro prod et production. Ah oui, parce que j'ai oublié d'enlever là. Merci Paul, tu suis pas du tout. Bon, personne ne suit en fait. Je parle tout seul depuis tout à l'heure. Allez, c'est pas grave. On repousse et normalement, ça devrait aller mieux. Donc en tout cas, le back-end s'est bien créé au bon endroit et le front-end aussi, vu qu'il est bête et discipliné. Donc là, normalement, en fait, front-end plante parce qu'il a besoin de back-end. Donc du coup, il dit, je peux pas démarrer, j'ai pas de front-end. Bon, le temps qu'il fasse ça, c'est un très bon exemple de ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que typiquement, front-end, il a besoin de back-end pour démarrer. Donc c'est un peu dommage de démarrer du front-end alors qu'on sait très bien que back-end n'est pas, donc ça va planter. Donc ça, il y a une notion, je suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent côté Argo, qui s'appelle le depend zone, où je vais pouvoir lui dire, pour déployer front-end, il faut d'abord que ta customisation back-end soit déployée et soit healthy, c'est-à-dire qu'elle tourne correctement. Tant que tu n'as pas ça, n'essaye pas de déployer front-end, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Bon, là, on voit bien qu'il m'a supprimé tout ça. Front-end, c'est bien décalé avec back-end en production. Tout marche pour le mieux. Donc, juste pour vous montrer que ça marche bien, on va l'appeler prod 2. On va être hyper original. Et donc là, normalement, on va voir que quand je vais committer, je vais avoir prod 2 qui se crée, que je vais d'abord avoir les pods back-end qui se créent, et une fois que les pods back-end sont créés, le front-end va lui aussi être déployé. Hop, git commit init prod 2. Voilà. J'ai rien oublié. Tac, 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 prod 2. Et j'ai bien mon depend zone que j'ai pas mis au bon endroit, Paul. Parce que si back-end depend zone de back-end, ça va marcher. J'ai l'impression qu'on va avoir un problème. Raté. Tac, allez. Est-ce que je suis au bon niveau? Non, je ne suis pas au bon niveau. Merci YAML. Allez, ce coup-ci, ça doit être bon. Tac, tac. Donc, normalement, je vais avoir mes namespaces qui apparaissent. On va les laisser faire sa tambouille tranquillement. Sauf si ça apparaît rapidement.
Bon, après là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a 2 git repos qui au final sont le même, vu qu'on a variabilisé. Donc voilà, prod 2, vite. Voilà, donc j'ai bien mon backend qui se crée en premier, et quand le backend est OK, j'ai le front-end qui se crée. Donc c'est quand même pratique d'être sûr qu'on ne va pas déployer des trucs qui vont crasher au bout de 30 secondes parce qu'on a oublié un des composants. Dernière étape, bah c'est là, en fait, vu qu'on a variabilisé nos manifestes côté la branche FluxProd, autant tout faire d'un coup, enfin avoir un seul repo source, ça évite d'en avoir des multiplications. Donc on peut typiquement faire du commons. Hop, je mets mon repo dedans, je vais l'appeler commons, gitops, tac, 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 on garde le même. Lui, je vire. Hop, lui, je vais le faire pointer vers commons, gitops, pareil, hop, mais ce qui me permet aussi du coup, sur mes anciens trucs de démo, de les faire pointer pareil. Hop, commons. Faut juste que je fasse gaffe, c'est que vu que j'ai variabilisé, il va s'attendre à, si j'ai pas mis de valeur par défaut, à avoir les valeurs qui vont bien. Donc là, j'oublie pas de faire mon remplacement. Donc tac, je vais l'appeler démo 2 pour montrer que ça marche bien aussi. Hop, je suis bien sur front-end. Le YAML, c'est la vie. Hop, tac, et il pointe sur commons. Donc là, l'avantage, c'est qu'au moins, j'aurai qu'un seul git repo source pour tous mes environnements, et après, je gère mes variabilisations comme je veux. Donc là, tout est OK. Tu enlèves la target aussi, non? Ah, merci. Tu vois, je suis. 8 minutes de la fin. Est-ce que oui, je l'avais enlevé là, mais je ne l'avais pas enlevé là. Bien vu. Allez, tac, git, commit, init, commands. Tac. Et voilà. Hop. Et normalement, je vais avoir mon démo 2 qui devrait apparaître rapidement. On peut aller encore plus loin, parce que Flux il est compatible avec Customize, l'autre outil de Cube. Donc si vous voulez encore plus, on va dire, factoriser vos éléments, vous pouvez. Là, on a déjà un bon niveau en termes de lisibilité. Actuellement, là, on fait tout sur le même cluster, prod et calif. On pourrait imaginer avoir plusieurs clusters qui sont gérés par Flux directement. Donc j'ai bien mon démo 2 qui vient de se créer, 2 back-end, 2 front-end. Tout le monde est OK. Si je vais voir mes git repo, hop, 0. J'ai bien mon prod et mon démo qui ont disparu, qui sont remplacés par mon commons qui devient le maître de mes environnements. Donc voilà un peu comment on peut faire avec Flux. Avant de conclure, quelques petits sujets d'ouverture pour vous parler un peu d'autre chose. Ouais. Vous avez dû voir, Mathieu, il se fout de ma gueule parce que je fais des cubes, c'était là et lui, il fait des git push. On peut faire ça aussi avec Argo, sauf que ça c'est un pattern spécifique à Argo qui s'appelle le pattern app of apps. Finalement, en fait, on va créer une première application qui est en rose à gauche, là, qui s'appelle l'application racine. C'est un peu comme quand Mathieu a fait son Flux Bootstrap. Cette application va pointer sur un repo Git, et après, c'est dans ce repo Git en fait, qu'on va venir créer d'autres applications. Elles vont être automatiquement créées par Argo, et derrière, ça va déployer d'autres ressources. Finalement, ça ferait pareil. Et j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Renovate. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Allez. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Renovate ou pas? Bien. Alors Renovate, c'est pas que pour le GitHub, et ça marche bien avec le GitHub. Renovate, c'est un outil qui vous gère à gérer votre dette technique. En gros, c'est un outil qui va scanner vos repos et qui va vous dire si sur vos dépendances, les librairies que vous utilisez, il n'y a pas des nouvelles versions qui sont dispo. Et à chaque fois qu'il dit, bah tiens, la librairie Spring Boot, elle vient de sortir une nouvelle version mineure, il vous crée une merge request pour vous dire, bah tiens, tu pourrais upgrader vers telle version. Si vous êtes bien automatisé, vous avez un pipeline qui va passer, donc vous allez avoir une première non-régression pour vous dire, bah en fait, si je remplace par telle version, ça va marcher. Et bah Renovate, ça marche aussi bien avec Flux qu'avec Argo CD. Donc il va pouvoir aussi vous aider à dire, bah en fait, il y a une nouvelle version du chart Helm MongoDB. Est-ce que tu veux le mettre, est-ce que tu veux le pousser ou pas? Donc ça va vous aider aussi à être up-to-date et à éviter d'avoir un peu trop de dette technique là-dessus. Après, évidemment que ça induit d'avoir une bonne chaîne de CI/CD parce qu'il faut que vous sachiez que si vous faites la montée de version, il n'y a pas tout qui va cracher derrière, donc avoir tous les tests automatisés qui vont bien, etc. Bon, et donc, qui gagne entre Argo CD et Flux? Bah, on a été un peu petit joueur. Il n'y a pas vraiment de gagnant, de notre point de vue. Ce qu'on voit souvent, c'est que les devs, ils aiment bien Argo, parce qu'il y a l'IHM déjà, donc c'est hyper visuel, on voit tout de suite ce qui se passe et tout. Les ops, moi j'aime bien ma ligne de commande, mon canefs, donc ça me suffit. Donc les ops sont plus orientés Flux CD. Après, globalement, sur les fonctionnalités les plus globales du GitOps, vous allez voir la même chose. Il y a des spécificités évidemment entre chaque outil, mais en gros, pour ce que vous allez avoir besoin 80% du temps, ça va faire le taf.
Bon, il y a quand même quelques petites différences. Ouais, on l'a vu sur les ressources custom cube, ce ne sont pas les mêmes. Argo, c'est un peu plus notion application, un peu haut niveau, et Flux, ça descend un peu plus bas, les M-Release, etc. Le parti Apophapse, où c'est, on va dire, un peu plus natif avec Flux, ou Argo, c'est carrément un pattern dédié. Pour la gestion multicluster aussi, avec Argo, on l'a vu, on peut définir vers quel API serveur on souhaite déployer. Donc on peut très bien avoir un Argo de management qui vient déployer sur différents clusters. Là où Flux, ça serait plutôt un Flux. Il faut que ce soit dans le cluster pour pouvoir fonctionner. Après, Argo, il a une UI, Flux, il a une CLI. Argo, il a aussi une CLI, donc ça va. Flux aussi a des UI, qui ne sont pas des UI qui sont des UI open source, mais bon, ça existe aussi, si besoin. Et un truc qui plaît bien à Mathieu, c'est que Flux est intégré nativement dans GitLab. Ouais, moi, c'est pour ça que je me suis mis à Flux à la base, c'est que je voulais faire du GitOps, et faisant beaucoup de GitLab. Flux, c'est directement intégré dans GitLab, donc où il y a des écrans dédiés où il remonte le suivi et tout ça, donc ça fait un peu la partie Flux UI qui manque. Vous pouvez l'avoir directement dans GitLab si vous faites du GitLab en faisant du Flux, ce que vous n'avez pas forcément avec Argo. Voilà, merci pour votre attention. Les slides sont déjà en ligne. Merci Slidesk pour ça. Les démos. Merci Tourentech de nous avoir invités. Merci OVH Cloud pour les environnements. Et merci Sopra Steria de nous avoir permis d'être là avec vous. Et il nous reste 3 minutes si vous ne dormez pas, qu'il y a des questions. Ouais. Crie fort et on répète. C'est ça. Alors je vais répéter la question. Oui. Alors juste pour que tout le monde, la question c'était est-ce qu'il y a des questions à se poser, des critères qui vont dire qu'il faut plutôt choisir Argo ou Flux. Il y a pile ou face qui marche, Ça marche des fois. Il y a aussi les compétences qu'on a. Hein. Typiquement, nous, on a fait de l'Argo. Après, Paul, il gère typiquement notre infra IA chez Sopra, où il en a parlé rapidement, où on peut scaler des modèles LM assez facilement. On a pris Argo. Quels ont été tes critères Après, moi, quand j'avais choisi Argo, j'avais une vision où peut-être les développeurs qui déploient leurs apps utiliseraient peut-être Argo pour les déployer. Et donc, je me suis dit qu'une IHM, ça pourrait être plus accessible pour eux. Et il fallait choisir un jour entre Argo et Flux, donc j'étais parti dessus. Et du coup, après, j'ai continué à utiliser. Mais Après, un des derniers arguments qu'on a vu dans la conclusion aussi, c'est que Flux, il faut vraiment qu'il soit dans les clusters. Là où Argo, si tu as des contraintes de sécu ou quoi, tu peux piloter un cluster sans avoir des CRD propres à Argo qui sont directement dans le cluster. Donc ça peut être aussi un des critères. Ouais. Est-ce qu'il y a la même gestion des droits airbag? Est-ce qu'on peut limiter au niveau de flux les droits de déploiement dans le cluster? Oui, alors ça c'est dans les. Alors, est-ce qu'il y a les mêmes droits en termes de airbag entre Argo et Flux? Oui, parce que ils sont prod ready, donc évidemment quand on prod on ne va pas donner. Donc c'est dans les éléments qu'il crée par défaut. Par défaut, il a étoile partout. Donc ça, c'est typiquement là où j'ai changé la tempo de synchro. Et dans les éléments qu'il crée aussi, tu as toute la liste de ce qu'il crée avec quel droit il a sur quel namespace. Donc ça, c'est à toi de customiser quand tu vas vouloir créer ton flux. Enfin, bootstrapper ton flux. Et merci encore et bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas les feedbacks.